Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Apocalypse, ici Farander et je vais vous parler d'une de mes séries de romans préférées, Les Chevaliers d'Émeraude, dont je pense que je ferai des vidéos tome par tome euh, quand j'aurai le temps de lire. Voilà, parce que j'ai pas envie de commencer à lire Le Chevalier d'Émeraude pendant que je fais mon mémoire, parce que sinon mon mémoire il risque de voler en éclats tellement je kiffe Les Chevaliers d'Émeraude. Avec Percy Jackson, c'est bien parce que c'est plus digeste, les histoires à la première personne. Bref. Euh, mais le Chef d'Émeraude, en plus, c'est beaucoup plus long, 12 tomes, c'est très très long. Mais voilà. C'est une de mes sagas préférées pour moi, c'est l'une des meilleures avec Percy Jackson. Et Harry Potter, même si Harry Potter, j'ai un peu plus de mal à lire aujourd'hui. Narnia, c'était trop bien aussi à lire. Bref. Mais le jeu d'Emeraude est sûrement l'œuvre qui m'a le plus aidé à créer mon style d'écriture. Euh, Parce que c'est vrai que quand j'étais petit, je lisais des histoires dans le style d'Harry Potter, donc histoire où tu suis uniquement le héros. Ensuite, j'ai découvert Percy Jackson qui est génial, et voilà, où pareil, on suit à nouveau le héros, mais avec ce travail d'écriture après la personne qui est hyper dur. Pour ceux qui font de l'écriture, je pense que vous pouvez le confirmer. Et ensuite, découvert les cheveux d'Emeraude, où là, je me suis dit, oh, mais en fait, c'est beaucoup mieux de faire ça. Pourquoi personne ne... Enfin, je doute bien qu'il y a plein d'auteurs qui le font, mais je me suis dit, pourquoi les meilleurs ne le font pas? Enfin, du moins, ceux dont je préférais les œuvres. Et du coup, la force des Jeux d'Émeraude, déjà, c'est que tu ne suis pas un personnage, tu en suis plusieurs. Alors, effectivement, euh, ce qui peut faire peur avec plusieurs personnages, c'est qu'on peut s'y perdre. Et effectivement, avec les Jeux d'Émeraude, plus on avance, plus il y a de personnages. D'ailleurs, c'est que moi, dans mes histoires, c'est pareil. Au début, on suit quelques persos, et plus ça va, plus il y en a. Euh, Bref. Et, euh, et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup plu, parce qu'en fait, tu as un univers qui est varié et surtout tu vois tout de cet univers varié. Et c'est ce que j'aime avec le chef d'émeraude. C'est que t'es pas juste là, bon hop, on suit le chef des chefs d'émeraude et puis on voit tout sous son prisme. Non. Au moins en voyant le prisme de plein d'autres personnages, du coup tu découvres vraiment tout le lore, tout de l'univers des chefs d'émeraude. Et ça c'est très très cool. Parce que, par exemple, du côté Harry Potter ou Percy Jackson, ce qui est dommage, c'est que pareil, tu as un lore qui est vraiment très intéressant, qui est hyper étoffé, mais tu n'en vois quasiment rien, parce que tu vois uniquement ce que le héros va faire. Et dans Harry Potter, ça c'est un truc qui est très dommage, parce qu'on sait qu'il y a le ministère de la magie, tu as 4 maisons dans Poudlard, tu as d'autres écoles dans l'univers, et au final, on nous développe jamais rien que uniquement ce que fait Harry Potter, et du coup, ce qui fait que l'univers est pas tant développé que ça en fait. On développe uniquement ce qui se passe autour d'Harry Potter, mais on ne développe pas le reste, alors que pourrait y avoir des trucs incroyables à raconter au ministère de la magie, à Poudlard avec les autres élèves, dans les autres écoles. Et si du coup J.K. Rowling s'était attardé sur plus de personnages que juste Harry Potter, on aurait pu avoir un lore beaucoup plus travaillé, beaucoup plus intéressant. Je dis pas qu'Harry Potter n'est pas intéressant, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça n'empêche que quand Harry Potter se termine, on se pose déjà beaucoup de questions. Les gens se demandent qu'est-ce que deviennent les personnages, voilà. Et puis ensuite on se demande quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce que sont que les autres écoles? Parce que Beauxbaton, voilà, à part ce qu'ils sont venus faire à Poudlard, on connaît rien d'eux, de comment fonctionne leur école ou quoi que ce soit. Pareil pour Durmstrang. Quand on a les animaux fantastiques, on apprend pareil, ils ont des trucs tout aux États-Unis, mais pareil, c'est pas très bien développé. Et je trouve que c'est un peu le défaut des histoires où tu suis juste le héros principal parce que tu restes bloqué sur lui, alors que autour, quand il parle à d'autres gens, tu entends qu'il y a un univers étendu qui a l'air hyper intéressant, mais que du coup, tant que le héros n'y va pas ou s'il n'y va jamais, du coup, tu ne le verras jamais. Et ça, c'est très très dommage. Euh, Moi, c'est un type de lecture avec lequel j'ai de plus en plus de mal, mais bon, c'est assez personnel. Et du coup, les Chevaliers d'Émeraude, du coup, va prendre ce système où on suit plein de persos différents et où comment dire, voyage à travers 12 tomes, c'est très très long, mais en attendant, c'est une histoire qui se passe sur plusieurs années,
où au début on découvre les 7 chevaliers d'émeraude. Au début ils sont 7, donc il y a Wayland, je me souviens de Santos, de Jason, de Chloé, je crois, qui est la seule fille du groupe, et ensuite il y en aura de plus en plus. Bref, on découvre les 7 premiers, et du coup qui vont aller à un royaume, une sorte de royaume des glaces, où ils vont essayer de sauver quelqu'un, je crois. La meuf elle meurt, et elle revient sous forme de spectre et tout. Bref, elle veut qu'on protège sa fille et tout. Fille qui est très importante dans l'histoire. Du coup, ils la ramènent, ils se rendent compte que l'empereur Amécaret, alors je sais plus comment ils apprennent ça, mais en gros, va revenir sur Enkidiev, en gros, qui est le continent où il y a plein de royaumes, d'ailleurs des royaumes qui font surtout des références à des pierres précieuses, hein, de mémoire. T'as des genres, des trucs comme royaume de diamants, royaume de rubis, t'as des royaumes comme ça. Tous les royaumes s'appellent pas forcément comme des noms de pierres précieuses, mais il y en a quelques-uns. Par exemple, le royaume principal, c'est le royaume d'émeraude. Bref. Et du coup, les personnages vont, dans le tome 1 principalement, se préparer en allant dans différents royaumes pour préparer une invasion des hommes insectes, qui sont le peuple d'Amécaret et tout. Et petit à petit, on étoffe de plus en plus l'histoire, parce que tu as de plus en plus de chevaliers, puisque ben, ils vont avoir des écuyers, qui ensuite, quand eux vont devenir chevaliers, et ben, ils vont aussi avoir des écuyers, ce qui fait que à chaque fois, le nombre de chevaliers se double. Il y a même un moment donné où les chevaliers ont même deux écuyers ensemble, bref. Et du coup, tous ensemble, en fait, leur but est de protéger le continent d'Elkidiev, et du coup, jusqu'à en fait la naissance du porteur de lumière. Enfin, je sais plus s'il l'appelle comme ça, bref, mais de celui qui pourra globalement sauver le monde, puisqu'il existe une prophétie qui dit que une personne en particulier naîtra, pourra combattre et tuer Amécaret, que cette personne devra être protégée notamment par je sais pas si c'est précisé dans la prophétie que ce sera par la fille de cet empereur, mais bon, globalement, voilà, par un proche de l'empereur. Et du coup, le but de l'histoire, c'est de protéger Kira, de protéger ce héros qui va euh, un jour, du coup, essayer de mettre en avant la prophétie. Et voilà. Et l'histoire elle est hyper cool. L'histoire elle est hyper cool. Beaucoup de personnages sont hyper bien développés, peu importe les générations. Alors effectivement, avec énormément de personnages, certains parmi les chevaliers sont assez peu développés, mais c'est pas non plus un gros problème, parce que Shadow Emerald, il y a aussi ensuite les héritiers de Kidiev. Je sais que maintenant il y a encore une troisième saga derrière. Bref, euh, voilà, on développe, on développe, on développe. Je dis pas que sur les centaines de Shadow Emerald, tous sont absolument hyper bien développés, mais les principaux, oui, et c'est très cool. Franchement, je peux pas trop rentrer dans les détails, mais personnage de Wayland, c'est vraiment mon préféré, il est incroyable. Il y en a plein d'autres qui sont incroyables. Il y a Santos, je sais plus si Santos, qui est incroyable, qui lui est globalement le meilleur guérisseur, très empathique et tout. Là où Velan est beaucoup plus dur, plus fermé, notamment avec Kira, mais parce que Kira lui rappelle des très mauvais souvenirs et tout, enfin bref. Euh, et t'as ce moment où quand ils vont sur l'île des lézards ou je sais pas quoi, t'as Santos qui veut plus quitter l'île, je sais plus ce qui se passe là-bas et tout, enfin bref, il se passe des choses. Les relations entre les personnages sont hyper intéressantes et parfois très compliquées, très complexes. Enfin, tout n'est pas toujours facile. Bref, moi je trouve que c'est vraiment très sympathique. En plus, tu as des personnages qui se mettent ensemble, qui ont des enfants, tu vois les enfants grandir. Bref, c'est assez cool. Tu suis également ce qui se passe un peu chez les méchants de temps en temps. Tu as notamment le sorcier Asbeth qui est incroyable. Le mec est méga cruel, il est très très puissant. Il va foutre la merde du tome 2, je crois, jusqu'au dernier.
le machin, tu sais, c'est vraiment ce méchant dans les séries télé qui prend cher mais qui survit à chaque fois. C'est un truc de fou. Et, en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, il y a des morts. Voilà, parce que bon, c'est pas le genre de truc un peu cucu où voilà, il se passe pas grand chose, à part hop, tiens, on a protégé un royaume, machin. Non, il y a des morts, tu découvres des royaumes, les personnages, comme je disais, ils ont des pouvoirs, il y en a qui excellent dans, dans le soin, d'autres dans des trucs un peu plus offensifs, enfin bref, c'est aussi des chevaliers, donc c'est aussi des guerriers, enfin bref, c'est hyper cool, tu vois comment chaque chevalier éduquer entre guillemets son écuyer et tout. Enfin ouais, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est vraiment trop cool comme univers. J'essaie de pas trop rentrer dedans parce qu'il se passe beaucoup de choses euh, et, euh, et que je pense que c'est mieux que les gens découvrent par eux-mêmes ou quand je commencerai à en faire des reviews. Parce que des fois j'ai très envie de replonger dedans, mais je me dis si je replonge dedans, je vais pas m'arrêter. T'as aussi des chevaliers d'antan qui reviennent dans le présent avec Onyx, qui du coup on revient dans le corps d'un descendant ou d'un truc comme ça, et qui va être également un élément un peu clé de l'histoire et également des héritiers d'Enkidiv. T'as des personnages même hyper importants au bout d'un moment qui finissent par mourir, tu t'es choqué. Moi, il y a un tome à la fin, quand je l'ai lu, j'étais choqué, j'étais même limite en pleurs, je me disais mais quoi, pourquoi, comment, ouais, je comprends plus rien. Et voilà, enfin bref, c'est vraiment une histoire, franchement, où on voyage, franchement, je je saurais pas quoi dire de plus, c'est juste une histoire incroyable où il y a plein de royaumes, on découvre tous les royaumes, les différentes cultures qui y sont implantées, on découvre plein de personnages, qui du coup grâce aux personnages on découvre toutes ces cultures et tout. Voilà, t'as tout ce rapport à la chevalerie, bon un peu fantaisiste mais qui est vraiment très cool. Les méchants, surtout Asbeth, incroyable. Euh, et voilà, l'univers est incroyable. Moi j'adore, ça m'a beaucoup inspiré à également ne pas m'intéresser qu'à un seul personnage, mais écrire sur plusieurs personnages. Et du coup, ben, pouvoir avoir pas qu'une seule vision ou qu'un seul endroit où mes passages seront, mais également plein de lieux, ce qui permet de plus diversifier ce qui s'y passe. Et je trouve ça trop cool. Bref. En tout cas, la dernière anecdote que je pourrais donner sur les Chevaliers d'Émeraude avant de conclure, c'est qu'au départ, bah, les Chevaliers d'Émeraude, je voulais pas le lire. Euh, Quand j'ai entendu parler des Chevaliers d'Émeraude pour la première fois, j'étais au collège en Vendée, et il y a un mec qui me dit ouais, j'ai eu les Chevaliers d'Émeraude, machin. Puis il fait ouais, c'est des hommes insectes qui combattent des chevaliers. Alors le gars il me vend ça comme ça et je me dis mais ça a l'air d'être trop nul en fait. Je me dis mais qui en a à foutre d'hommes insectes qui combattent des chevaliers quoi. Genre je m'en bats les couilles. Et un jour je rentre chez moi, comme ma mère elle savait que j'adorais lire des romans et tout. J'arrive et là sur mon bureau je vois le tome 1 et le tome 2 des Chevaliers d'Émeraude. Et là je me dis merde, c'est le truc dont m'a parlé mon pote. Ça avait l'air à chier de la façon qu'il me l'a vendu. Ben je vais tester. Finalement j'ai testé, j'ai kiffé, devenu une de mes séries de romans préférées. Et c'est un truc de fou, hein, parce qu'au début, je me disais, ça a l'air d'être de la merde à la façon dont on me le présentait, tellement c'était mal présenté, et au final, c'est devenu une de mes séries préférées. C'est un truc de fou. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez des Chevaliers d'Émeraude. Voilà, moi, ça fait longtemps que je les ai pas relus, j'ai très envie de les relire. Euh, Parce que franchement, après les Etienne Kidiev c'est sympa, mais je trouve que c'est pas aussi bien. Puis on est beaucoup plus sur un truc divin et tout, avec un nouveau royaume. Voilà. Et l'histoire est intéressante, mais je crois que j'ai lu que jusqu'au tome 5 ou 6, donc je sais pas non plus trop ce qui s'y passe après. Mais franchement, ça se lit bien, c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas franchement à aller checker les jeux d'Emeraude, c'est trop bien. Si vous connaissez, bah, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Sinon, bah voilà, abonnez-vous, laissez un petit pouce. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne soirée. Ciao.